Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois notre émission CAD Média. Et oui, vous êtes bien sur Autoradio 91.3, www.autoradio.net. Alors ce soir, dans les CAD Média, nous avons décidé de parler du passage de la Cube à Bordeaux Métropole. Et oui, la Cube, depuis le 1er janvier 2015, est devenue Bordeaux Métropole. Et pour ce faire, nous avons invité Alain Anziani. Voilà, bonsoir Monsieur Anziani. Bonsoir. Donc vous êtes le premier vice-président de Bordeaux Métropole, sénateur de la Gironde, maire de Mérignac, et vous êtes au titre de premier vice-président de Bordeaux Métropole, vous êtes en charge de la métropolisation, donc vous étiez vraiment la personne idoine pour cette émission. Alors les 4 médias, évidemment, c'est en partenariat avec Acquis.fr, et ce soir c'est Romain Béteille. Bonsoir Romain. Bonsoir. Voilà, on salue Joël Aubert qui doit nous écouter. Les 4 médias, c'est aussi avec le Courrier de Gironde, on retrouve Hugo Hamès. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Et enfin les 4 médias, c'est aussi avec le Courrier, l'Écho des Collines. Et on retrouve ce soir, en remplacement de Jacques Brunet, mais on est très heureux de ce remplacement, on retrouve Chloé Mornin. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Voilà, alors Anziani, on le disait, vous êtes un homme politique français, membre du Parti Socialiste, vous êtes né le 30 mai 1951, si mes renseignements sont bons, à Paris, titulaire d'une maîtrise de philosophie, une maîtrise en droit, d'un DEA d'économie. Vous êtes devenu avocat en 1979, vous êtes installé en Gironde en 1982. Voilà, vous avez d'abord contribué et collaboré à la planification au cabinet du président du conseil régional à l'époque, Philippe Madrel. En 1992, vous avez conduit la liste girondine aux élections régionales et vous avez été élu. De 98 à 2008, vous avez été vice-président de la région en charge des finances, de la planification, puis ensuite de l'action économique. Et de 93 à 2009, vous avez exercé les fonctions de premier secrétaire de la fédération départementale du Parti socialiste. Ensuite, vous avez été élu sénateur de la Gironde en septembre 2008. Vous avez d'ailleurs à ce moment-là abandonné la vice-présidente de la région et votre profession d'avocat pour se consacrer justement à vos nouvelles fonctions. Et vous avez été aussi tête de liste pour les élections municipales de mars 2014 à Mérignac. Et vous avez remporté les élections avant d'être élu maire de la ville. Et le 18 avril suivant, vous avez été élu premier vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux. Ma foi, c'est à ce titre ce soir qu'on vous reçoit dans cette émission. Alors effectivement, Bordeaux Métropole a pris la suite le 1er janvier 2015 de la communauté urbaine de Bordeaux. La métropole française est nommée Bordeaux Métropole et donc située bien dans notre département la Gironde, en région Aquitaine, et regroupe à ce jour 28 communes donc de l'agglomération de Bordeaux. Alors soit environ 727 000 habitants, je crois, en 2014. Voilà, donc Bordeaux Métropole a été créée au 1er janvier 2015 par décret du 23 décembre 2014, pris en exécution de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation de métropole, la fameuse loi MAPAM du 27 janvier 2014. Alors rappelons que la Cube, elle, avait été créée un 1er janvier aussi, mais c'était en 1968, en exécution là de la loi numéro 66-1069 du 31 décembre 1966, et qui était relative aux communautés urbaines et qui instituait d'ailleurs les communautés urbaines de Strasbourg, Lyon, Lille et sans oublier bien sûr Bordeaux. Donc on le disait, 1er janvier 2015, la Cube est devenue Bordeaux Métropole. Alors le changement de nom traduit de nouveaux transferts de compétences des villes à la communauté urbaine, le lancement de la mutualisation des services. Alors cette date marque le début, on l'aura bien compris, d'un processus de transfert, compétences, mutualisation des services, qui s'échelonnera dans les mois ou les années qui suivent. La Cube est devenue Bordeaux Métropole, on le disait. Alors une nouvelle image depuis le 1er janvier 2015, avec un nouveau logo, mais à part ce nouveau logo, peut-être pour les citoyens de base, peut-être pas grand-chose de visible dans ce changement. Alors d'ailleurs je cite Alain Juppé qui disait nous aurons de gros efforts de communication à faire pour montrer que le passage de la Cube à Bordeaux Métropole n'est pas seulement un changement de nom, mais aussi de fonctionnement. On va y revenir justement avec vous, Alain Ziani. Alors, si effectivement la métropolisation est bel et bien lancée, elle suscite néanmoins quelques craintes, et notamment chez les agents territoriaux, leurs syndicats bien évidemment, qui s'interrogent notamment sur l'avenir des emplois ou encore de leur régime, sur la
permanence des services publics ou encore sur le poids de Bordeaux face aux petites communes. Mais des doutes subsistent également chez les élus. On a pu d'ailleurs voir ici ou là des déclarations d'élus d'ailleurs de droite comme de gauche. Alors évidemment, les questions qu'on se pose, cela va-t-il générer des économies? Cela va-t-il améliorer l'efficacité du service public? Que pèseront les communes dans ce nouvel équilibre? Et va-t-on vers une diminution du pouvoir des maires, comme certains ici ou là peuvent le dire? Donc on reviendra évidemment avec vous sur l'ensemble de ces questions. On essaiera d'aborder aussi un volet essentiel et très important, le volet ressources de Bordeaux Métropole. Et évidemment, on suivra vos explications, Monsieur Anziani. Mais d'ores et déjà, on a pu voir à travers des déclarations que vous avez pu faire dans la presse, vous disiez que finalement cette métropolisation recouvre en fait 3 chantiers. Alors je vais les nommer, puis on va essayer avec vous évidemment de les reprendre un après l'autre. Alors en tout premier lieu, le premier chantier, il y a un gain pour Bordeaux Métropole, de nouvelles compétences. On va voir ça avec vous. Deuxième chantier, transfert des équipements d'intérêt métropolitain, donc ça aussi est très important. Et enfin, le troisième point, c'est la mutualisation dont tout le monde parle. Alors des services, des agents, on y reviendra avec vous. Alors Monsieur Anziani, pour commencer, effectivement, tout le monde a bien vu que le logo a changé. On a vu évidemment sur le bâtiment Bordeaux Métropole arriver cette nouvelle image, les communiqués de presse. Bon voilà, évidemment nous on est bien placés en tant que médias pour voir effectivement que ça a changé, mais c'est vrai qu'on se dit pour le citoyen lambda, citoyen de base, peut-être qu'il n'a pas encore perçu tous les changements. C'est pour ça qu'on devrait faire dans cette émission un peu de pédagogie. Et justement grâce à vous, Monsieur Anziani, on a pu déjà avoir des éléments. Comme je vous disais, dans la presse, on a pu relever des déclarations. Alors vous le disiez, cette métropolisation recouvre 3 chantiers. Alors, on va reprendre avec nous. Alors, nouvelles compétences, ça c'est très important. On sait déjà. On peut commencer par là. Oui, c'est le chantier le plus simple. C'est un chantier qui est imposé par la loi. Bordeaux Métropole, comme les autres métropoles de France, n'a pas le choix. Elle est obligée d'appliquer la loi et la loi donne de nouvelles compétences aux métropoles. C'est-à-dire que des compétences qui étaient exercées jusqu'à présent par chacune des 28 communes. Une compétence, par exemple, pas assez facile peut-être à énumérer, qui est la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Par exemple, j'ai à Mérignac une aire d'accueil des gens du voyage. Jusqu'à présent, c'était le maire de Mérignac qui la gérait, c'est-à-dire qui s'occupait de son fonctionnement, de sa réglementation. Demain, enfin même depuis le 1er janvier dernier, ce sera la métropole qui s'en occupera. D'accord. Et donc, ça concerne les aires d'accueil des gens du voyage, ça concerne aussi, vous voyez, le gaz et l'électricité. Chacune des communes aujourd'hui a des concessions avec des organismes de gaz et électricité. Demain, c'est la métropole qui s'en occupera. Donc ça, c'est l'énergie, on va dire quoi. Voilà, gaz, électricité. Donc vous avez les aires d'accueil des gens, l'énergie, et puis vous avez également un autre domaine qui est un peu plus sensible, qui est le domaine de la politique de la ville. Toute la politique de la ville est transférée à la métropole. Et puis vous avez une petite particularité bordelaise. La propreté. C'est important. Ouais, c'est vrai que Bordeaux, pendant de longues années, a voulu dire que c'était une ville propre, qui était redevenue propre. Donc on voyait les grandes affiches, je me rappelle Bordeaux, propreté. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, la propreté est une compétence de la communauté urbaine depuis sa création. D'accord. Sauf qu'à Bordeaux, elle n'a jamais été appliquée par la communauté urbaine. Vous ayez dans n'importe quel endroit de la France propreté égale agglomération, pas à Bordeaux. Et donc évidemment, à l'occasion de ce nouveau transfert de compétences, eh bien, on va avoir une sorte de régularisation. Et désormais, vous voyez, les agents qui sur la voirie balayent, ou bien les machines qui passent avec des balayeuses, eh bien tout ça relèvera non pas du maire de la commune, mais désormais de la métropole. Très bien. Pourtant, il est quand même question de redéléguer cette compétence aux communes qui le souhaiteraient. Sur la propreté ? Sur la propreté, oui. Je pense pas, non. Parce que non. Après, ça peut être un peu plus compliqué que ce que je viens de le dire en termes d'agents mis à disposition, etc. Mais la propreté, c'est une compétence qui va être exercée c'est une compétence légale, de droit. Donc après la redéléguer, d'ailleurs, je vois pas du tout l'intérêt des communes qui voudraient ensuite après exercer la compétence propreté. Est-ce que les communes pourraient de leur plein de rechefs, dire en plus des agents métropolitains qui vont agir sur notre territoire, nous allons déléguer des agents municipaux pour faire un travail en plus, ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? La voie de la technique de la délégation est toujours envisageable.
collectivité peut déléguer à une autre collectivité. Ça, c'est envisageable. Mais franchement, ça va complètement à contresens du mouvement qui consiste à dire qu'on confie aujourd'hui à la métropole de nouvelles responsabilités. Et parmi les nouvelles responsabilités, il y en a une que la métropole devrait exercer depuis 50 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, là, c'est le moment jamais de se mettre en conformité, finalement. Je ne connais pas de communes qui disent je veux avoir la délégation, parce que il y a des enjeux derrière financiers, organisationnels, etc. qui simplifierait pas. Je vois pas du tout l'intérêt pour une commune que ce soit ces agents qui balayent la voirie plutôt que les agents de la métropole. D'accord. Donc c'est un débat qui n'a pas lieu en fait. Je pense pas, non. Alors vous disiez, Monsieur Anziani, la politique de la ville. Alors c'est vrai qu'ici, nous sur la rive droite, on connaît bien la politique de la ville du coup parce qu'on est sur des territoires qui ont des quartiers prioritaires politique de la ville. Alors c'est vrai qu'il y a eu des changements après la dernière loi de février 2014, il y a des requalifications, des quartiers qui sont sortis, qui sont rentrés, mais c'est un peu partout pareil en France. Et effectivement, là ça va passer. Avant c'était des accords tripartis entre une commune, l'État et par exemple une association. Et donc là, ça va se passer au niveau métropolitain maintenant. Hein. Oui, je crois que c'est pas complètement finalisé. Effectivement, la politique de la ville sera de la compétence métropole parce que là aussi c'est la loi, donc il n'y a pas à choisir. Il faut que la métropole, on en parle de temps en temps avec Alain Juppé et puis avec Jean Touzeau, qui, vous savez, le maire de Lormont, qu'on salue d'ailleurs. Et l'élu qui est en charge ce dossier. Et on a tous conscience que la métropole ne pourra exercer pleinement sa compétence que si elle étoffe son service. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui s'occupent de la politique de la ville à la métropole. Alors évidemment, en principe, il y a des personnels des communes qui devraient venir à la métropole. Tout ça demandera un peu de temps. Et c'est très délicat parce que dans la politique de la ville, vous avez tout ce qui est le volet insertion, etc., mais vous avez aussi le volet prévention. Bien sûr. Et donc ça, c'est évidemment un volet très délicat. Et les maires souhaitent aussi garder un œil sur la prévention dans leur commune. Bien sûr, bien sûr. Bon, on poursuit, Monsieur Anziani, on vous écoute. Et donc, politique de la ville, vous avez parlé de l'accueil des gens du voyage, de l'énergie. Qu'en est-il du tourisme? Lui aussi, c'est... Alors le tourisme, je ne sais pas indiquer, mais effectivement, c'est partie des transferts de compétences. Je ne sais pas indiquer parce que dans la première phase, on a eu ces compétences que je vous ai indiquées. Et là, ça va être dans une seconde phase qu'effectivement, le tourisme... Vous savez, il y a un organisme de tourisme à Bordeaux, un office du tourisme à Bordeaux, il y en a un autre à Mérignac et il y en a un également ici sur la rive droite. Bien sûr, bien sûr. Et donc tout ça va pouvoir fonctionner ensemble. Bon, très bien. On peut dire qu'au niveau nouvelles compétences, on a à peu près fait le panorama. C'est pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Deuxième chantier, toujours, je vous cite, c'est le transfert des équipements d'intérêt métropolitain. Alors, entendons-nous bien, qu'est-ce que ça est finalement qu'un équipement d'intérêt métropolitain, Monsieur Anziani? Oui, je voudrais peut-être dire une petite phrase. Pourquoi tout ça, quand même? Quel est l'intérêt de tout ça? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je crois que les auditeurs se posent la question. L'intérêt de tout ça, c'est d'abord, sans doute, avec moins d'argent, on en parlera, mais avec moins d'argent, faire aussi bien, voire mieux, quoi. C'est quand même l'idée. Bon. C'est pas une équation simple. C'est pas une équation simple. Mais l'idée, c'est que si on partage au niveau de la métropole, ça va quand même coûter moins cher. Vous savez, on retrouve la même idée que la communauté urbaine, hein, et d'ailleurs on retrouve les mêmes craintes aussi. Au moment de la communauté urbaine, chacun se disait finalement, on est en train de créer la communauté urbaine, on leur passe des pouvoirs, on leur passe des responsabilités. Qu'est-ce qu'on va devenir? S'il n'y avait pas eu la communauté urbaine, comment on aurait fait le tramway? Il n'aurait peut-être pas aujourd'hui. Il n'aurait peut-être pas. Et l'idée, c'est la même chose aujourd'hui avec la métropole, c'est-à-dire que la métropole va nous permettre de faire un saut, quoi. Ça va demander du temps, mais aussi dans un monde où l'argent public est rare, sans doute de mieux gérer l'argent public, et donc c'est l'intérêt de tout le monde. Bien sûr. Alors, parmi justement ces différentes questions, il y a cette question qui est posée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs grandes salles de spectacle sur l'agglo? C'est vrai qu'on est concerné, parce qu'on entend une grande salle de spectacle à Forac, Monsieur Anziani. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs grands stades sur l'agglomération? Est-ce qu'il faut qu'il y ait, en matière de culture, de sport, est-ce qu'il faut qu'il y ait chaque commune ait son propre équipement, ou bien est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des équipements qui sont valables pour tout le monde? Il y aura forcément des priorités quelque part. Bien sûr, mais on parle déjà de cette idée. C'est que par exemple un grand stade, ça va de soi qu'il n'y en aura qu'un seul. Bon, une grande salle de spectacle, ça va de soi parce que l'économie ne le permettrait pas. Mais vous avez observé que ce qui est extraordinaire, c'est que Bordeaux est en retard
Bordeaux par rapport à d'autres villes, vous avez à Pau, il y a moins d'habitants à Pau qu'à Bordeaux. À Pau, ils ont un zénith, nous on n'en a pas. Bon, et donc on va pas chacun construire son zénith. Donc l'idée, c'est de faire un grand équipement culturel qui va être à Florac et qui va bénéficier à l'ensemble de l'agglo. Ouais. Alors après, vous posiez une autre question, comment on décide que c'est d'intérêt métropolitain ou pas? Alors la loi elle nous l'indique. Bon, la loi nous dit, mais la définition va pas vous satisfaire. La loi est vague quand même. Non, la loi est précise, mais la loi dit qu'un équipement d'intérêt métropolitain, c'est un équipement qui a été considéré comme tel par les 2/3 du Conseil métropolitain. Donc c'est le Conseil métropolitain, aussi un conseil de délibération, voilà, qui va dire, ça c'est d'intérêt métropolitain, ça c'est pas d'intérêt métropolitain. Comment on aboutit à ce qu'il y ait un consensus à un moment donné sur tel ou tel équipement? Je crois qu'il y a des critères. Un des premiers critères, c'est un équipement d'intérêt métropolitain, c'est un équipement qui est fréquenté par plus que la population de la commune. D'une seule commune, ouais, c'est ça. C'est un équipement qui est fréquenté par toute l'agglomération. Qui a un rayonnement métropolitain, même parfois un rayonnement régional ou un rayonnement qui puisse être même national. Donc on voit que va rentrer automatiquement dans ce type d'équipement le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre de Bordeaux, voilà, le Grand vénérable institution. Oui, moi je pense que le Pain Galant aussi, Mérignac, qui est fréquenté par 2/3 de non-Mérignacais, mériterait cette qualification. Et puis après, il y aura évidemment des discussions sur chaque équipement. Mais vous avez raison, oui, ce sera une discussion entre les élus de. Parce qu'on imagine que chaque élu va vouloir aussi placer son équipement. L'orientation politique va certainement peser dans l'attribution. J'espère que non. Ça ne doit pas être une orientation politique. Il n'y a pas un équipement de gauche, un équipement de droite. Oui, bon, ce serait catastrophique. Bon. Non, ce serait catastrophique. Il y a quelques évidences. Par exemple, en matière de salles de spectacle, il y a un label qu'on appelle le label SMAC, qui sont des salles labellisées par l'État. Ces salles de spectacle auront sans doute plus vocation à rentrer dans la notion d'intérêt métropolitain qu'une autre salle de spectacle. Vous voyez, on va arriver à trouver. Si nous, on va essayer sur Mérignac de faire un stade nautique, on a regardé ça déjà avec les uns et les autres. On n'a pas ici la possibilité sur l'agglomération d'accueillir des compétitions olympiques parce qu'on n'a pas de bassin. Simplement de bassin. Voilà, on n'a pas de bassin aux normes olympiques. Bon, donc, moi, j'ai proposé qu'il y ait un stade nautique d'intérêt métropolitain, comme il y a un grand stade, etc. Donc on peut trouver un certain nombre d'évidences quand même, je trouve. Hein. Et puis après, notamment pour le manquant, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui. Oui, pour le manquant, c'est plus simple. De toute façon, pour les équipements qui existent aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. Hein. Et pour l'ensemble des piscines. Non, parce que par définition, l'ensemble des piscines, chaque piscine n'a pas un intérêt métropolitain parce qu'il est fréquenté par son bassin de vie. n'a sans doute pas un intérêt métropolitain. Elle va être rénovée jusqu'en 2027 à peu près. Je n'ai pas entendu là. La piscine de la Benauge, par exemple, elle est en état de rénovation perpétuel, voilà, jusqu'en 2030. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tous les équipements non métropolitains ne bénéficieront pas d'une aide de la métropole. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc on sait qu'aujourd'hui, il y a une réflexion au sein de la métropole pour dire, il y a d'un côté ce type d'équipement, de l'autre côté, par exemple, vous parliez des piscines, on sait qu'on a un besoin de piscines, que la population a un besoin de piscines, et donc il y aura des aides qui seront accordées aux différentes piscines, même si elles ne sont pas d'intérêt métropolitain. Alors en parlant de piscine, on pense qu'il y a la nuit de l'eau à Mérignac, et ce week-end, chez vous, on a eu Maurice Boisseau. Samedi 20h. Voilà, ce midi, donc on lui fait une petite dédicace, merci. Pour poursuivre, Monsieur Anziani, on va aller sur ce troisième chantier qui est là, celui de la mutualisation. Alors, c'est peut-être celui qu'on entend le plus parler, notamment auprès des agents, sur le terrain, ou même des élus aussi qui se posent des questions. Alors c'est vrai que c'est un terme qui est rentré, on va dire générique aujourd'hui, qui est beaucoup employé, mais tout de même, rappelons ce que c'est qu'un effet de mutualisation. Bon, on imagine, mais rappelez-nous-le. Oui, juste un tout petit peu, je reviens sur les transferts des équipements. Allez-y. On en parle moins aujourd'hui parce qu'en fait, on n'en parle pas officiellement. Et c'est à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, on consacre notre énergie à la mutualisation. Et ensuite, après, on passera aux équipements. Et donc, ce sera plutôt dans la seconde partie de l'année qu'on parlera des équipements. Donc, mutualisation qui est mise en avant, Monsieur Anziani, parce que je crois qu'il y a un premier round qui doit se finir le 31 mars, la fin du mois. On est là. Donc, alors, c'est quoi? Il y a des exemples assez faciles à comprendre, je crois.
Il y a un exemple, par exemple, qui convainc à peu près tout le monde. Il y a 28 communes. Est-ce qu'on a besoin de 28 services de paye ? On a envie de vous répondre, non. Voilà. Il y a 28 communes. Non, mais tout ça peut faire l'objet de discussions. On a 28 communes. Est-ce qu'on a besoin de 28 services qui vont acheter des véhicules techniques, par exemple? Alors moi, je vais acheter mes véhicules techniques à Mérignac, le maire de Bordeaux va faire pareil, le maire de Senon va faire pareil. Bon, est-ce qu'on peut pas grouper, d'ailleurs ça existe déjà, les groupements d'achat, est-ce qu'on peut pas grouper que finalement la métropole... Peut-être avoir les meilleurs prix, du coup. Oui, parce que si vous achetez, vous aurez forcément des meilleurs prix. Donc c'est cette idée-là. Là, on voit bien sur ces questions-là. En matière de formation du personnel, est-ce que vraiment chaque commune doit organiser ses modules de formation ou est-ce que ça peut être mutualisé au niveau là? Mais on peut aller plus loin. Ça, c'est ce qui est le plus facile, ce que je viens de vous dire. Mais après, on peut aller sur d'autres questions. Par exemple, la question, vous en parliez tout à l'heure, des permis de construire. Et oui. Bon. Moi, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on sait que c'est extrêmement sensible dans nos communes. Oui, puis des fois le foncier manque aussi. Donc, ouais. Mais là, aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous voulez construire une maison. Vous allez voir les services de la mairie, vous discutez avec les services, vous dites ça c'est possible, pas possible, en fonction de quoi? En fonction du PLU. Mais justement, le PLU, c'est déjà un document, le plan local d'urbanisme, c'est déjà un document qui est un document élaboré par la communauté urbaine et aujourd'hui par la métropole. Donc on a déjà, première partie sur les règles, ce sont déjà des règles de la métropole qui s'imposent aux différentes communes, mais qui sont déjà co-élaborées d'ailleurs avec les communes. Donc vous allez voir la mairie, on va vous dire conforme ou pas là. Et puis ensuite, après, vous faites votre dossier, et votre dossier, il part à une double instruction aujourd'hui. D'un côté, en mairie, le service de la mairie fait son instruction, et de l'autre côté, parce que notamment il faut regarder la conformité avec le PLU, c'est envoyé dans les services de la communauté urbaine qui va aussi là. Voilà, l'idée, c'est simple, pourquoi on ne fait pas qu'une seule instruction ? Et si on fait qu'une seule instruction, pourquoi c'est pas une instruction qui est faite par les services de la métropole? Donc si on mutualise, les communes qui vont mutualiser par exemple donc les autorisations d'occupation des sols, eh bien l'instruction sera commune et sera faite au niveau de la métropole. Ensuite, une fois que tout ça est fait, c'est toujours le maire qui signera le permis de construire. Donc on voit bien qu'on aura toujours un accueil en mairie, on discutera avec les agents de la mairie, on aura une décision finale aussi toujours par le maire, mais entre les deux, eh bien, on a une instruction qui sera commune à l'ensemble des communes de la métropole. Je pense d'ailleurs que c'est bien qu'il y ait des règles communes d'instruction et que d'une commune à l'autre, on ne change pas. Voilà. Mais du coup, comme tout le monde ne va pas rentrer au même moment, il peut y avoir des différences d'une commune à l'autre, entre une qui, le PLU sera Bordeaux Métropole, l'autre qui restera communal pour l'instant, en attendant qu'il rentre dans le processus. Non, parce que là, le PLU, il est communautaire de toute façon. D'accord. Il est communautaire. Et d'ailleurs, vous, sur la rive droite, vous avez même une particularité, c'est que vous avez déjà mutualisé. C'est-à-dire que sur la rive droite, les communes de la rive droite ont déjà un système avec la métropole beaucoup plus engagé que nous sur la rive gauche. Très bien. Donc alors ce point, la mutualisation, on le disait, il y a ce premier round au 31 mars et d'après ce qu'on a compris, cette mutualisation va se faire un peu à la carte du coup et chacun va commencer par mutualiser tel service, tel agent, d'autres vont attendre un peu plus longtemps. Alors et on a vu à travers des communiqués de presse en ce moment, il y a des concertations auxquelles vous participez d'ailleurs avec le président Juppé, donc aller rencontrer les municipalités, l'autre jour c'était Senon, on a vu Arty près Bordeaux. Demain, c'est Bègles, je crois, voilà. Effectivement, le 13 mars, on dit 13 mars, sur une rencontre à la mairie de Bègles. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion avec les élus, une concertation, où on commence à se positionner, à dire, bon, moi, je participe au premier ronde, fin mars, je suis prêt à mutualiser tel service, déjà? Oui. Je crois que c'est une particularité de notre mutualisation, parce qu'au fond, on est très girondin, quand même. Voilà. Donc très démocrate. En bon girondin, on a adopté un principe qui est le principe de la souplesse, et donc effectivement de faire une mutualisation à la carte. À la carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque commune va décider de ce qu'elle veut aujourd'hui mutualiser. Donc on a 11 communes qui montent dans le train de la mutualisation tout de suite. Pour autant, parmi les 11, Bordeaux va mutualiser une grande partie de ses services. Mérignac va mutualiser une partie significative de ses services. D'autres vont mutualiser très peu. Bon. Donc même parmi ceux qui montent dans le train, dans le premier train, donc les 11,
il y a déjà des différences. Et puis les autres pourront dire, mais nous, on attend le prochain train. Le prochain train, il pourra arriver au mois d'octobre, donc on refera une phase de mutualisation au mois d'octobre. Donc deuxième round, mois d'octobre. Voilà. Et ensuite après, chaque année, au moment de la discussion budgétaire, donc décembre, janvier, il y aura une évaluation de la mutualisation, et à cette occasion-là, une communiqué dit, je suis pas parti, mais là finalement j'y vais. Et j'y vais sur telle ou telle action. Bon. Et donc, du coup, là, la décision est communale, c'est le conseil municipal qui délibère avec ses adjoints, ses conseillers municipaux, ils prennent la décision, ils vont mutualiser tel service, tel agent, et du coup, c'est quand même une décision importante parce qu'il y a un processus d'irréversibilité. C'est ça, monsieur Angélique. Une fois qu'on a mutualisé un service, on peut pas dire 2 ans après, finalement, j'y réfléchis. Oui, mais je suis sûr que déjà vos auditeurs sont en train de se dire ça va être le bazar parce que chacun fait ce qu'il veut. En réalité, je pense qu'on peut le faire comme ça, et même d'une certaine façon, c'est plus facile pour la métropole à absorber si elle devait absorber la totalité des services d'un seul coup. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, et on parlera sans doute tout à l'heure des agents et de l'inquiétude des agents. Donc là, finalement, cette progressivité, elle est à la fois conforme à la démocratie, chaque commune fait ce qu'elle souhaite, elle est également conforme peut-être aux nécessités aussi d'organisation des services. Mais ensuite, après, je mutualise les services des finances, je mutualise par exemple l'urbanisme. Si 1 an plus tard je dis excusez-moi je reviens, là on n'y arrive plus quoi. Oui, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Donc c'est un aller simple. C'est un processus. Un aller sans retour. On va vers un cap. Mais après, ce qu'il faut bien aussi que vos auditeurs perçoivent, c'est que il faut pas opposer la métropole et les communes. C'est absurde. Et c'est même se défausser. Moi, maire, je vais pas dire c'est la faute de la métropole. Je suis dans la métropole. Bien sûr. Tous les maires sont membres du bureau de la métropole, et donc tous les maires, ils regardent comment les choses se passent, ils évaluent, ils disent je suis d'accord, je suis pas d'accord, et on discute. Croyez-moi, dans le bureau de la métropole, c'est même très constructif, c'est très positif. Il y a de fortes discussions sur parce que chacun est inquiet, comment ça va se passer. Et au final, c'est le bureau qui décide Au final, c'est le bureau. Donc, ne faisons pas comme si la métropole c'était un corps étranger extérieur. Bien sûr. On en fait partie. On est dans le cœur. On est partie prenante de tous les maires. Beaucoup de maires sont vice-présidents de la métropole et tous sont membres du bureau de la métropole. Alors, au niveau de mutualisation des services, on a tendance à penser que les communes vont plutôt commencer à mutualiser les services qui sont les plus éloignés du public, du coup, pour garder quand même ce lien de proximité que veut bien avoir le maire sur sa commune avec les. Ouais, non, pas tout à fait, c'est pas ce schéma-là. Il y a une autre. Ça a été vraiment, vous savez, une grande interrogation. Est-ce que notre population va y retirer quelque chose, ou est-ce qu'on va perdre en proximité et en réactivité? Ça, c'est une très grande interrogation des maires. Bien sûr. En disant, moi, si j'ai quelque chose qui va pas, je passe pour mon téléphone, j'appelle le service, hop, c'est fait dans les heures qui viennent ou dans la journée qui. Est-ce que demain, on aura toujours cette réactivité? Dans tous les cas, les communes qui mutualisent plus de services auront plus d'avantages que les autres. Et si Alain Juppé fait le tour des 28 communes justement dans le même schéma pour rassurer ces communes, c'est que quelque part il y a des inquiétudes. Oui, bien sûr, il y a des inquiétudes, oui. Mais je ne sais pas si elles sont fondées. Est-ce que ça risque pas de créer des inégalités? Oui, mais ça c'est le choix politique de chacun. On en revient encore au choix politique. Oui, mais je veux dire, c'est pas gauche-droite, là. Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Vous avez des communes de gauche qui vont y aller, des communes de gauche qui vont pas y aller, et la même chose pour la commune de droite. C'est une vision. C'est une décision politique. C'est dire, est-ce que je monte dans le train tout de suite ou est-ce que j'attends le train suivant? Bon. Mais ce que je veux préciser, c'est que c'est très élaboré. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et que ça, vous savez, la question aujourd'hui majeure, celle qui est sur la table jour et nuit quasiment, c'est celle-là dans nos communes. La population évidemment n'est pas encore informée, on en parle très peu, mais c'est le grand casse-tête des communes aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'y passe un temps considérable. Bon. Mais pourquoi? Parce que on fait à la carte, c'est-à-dire que derrière, on a un contrat d'engagement. Il faut bien voir comment les choses vont se faire. J'ai une commune, je cite toujours cet exemple parce que je ne veux pas prendre l'exemple de ma commune, mais c'est la commune de Blanquefort qui possède 4 fleurs, vous savez, dans les villes fleuries, etc. Les villes fleuries. Ce nom est bien classé. Ouais, mais Blanquefort est la seule de l'agglo à avoir 4 fleurs. Bon, Madame le maire de Blanquefort va signer. Il y a un contrat qu'elle va conclure avec la métropole. Elle va dire.
objectif conserver mes 4 fleurs. Bien sûr. Et donc, il faudrait que la métropole se donne les moyens de conserver les 4 fleurs. Donc, c'est ça aussi, quand même, qui nous garantit quelque chose. C'est-à-dire, il y a un contrat d'engagement qui est très formalisé, qui précise les obligations des uns et des autres. Ça, c'est le premier point. Et donc, on va pas comme ça à l'aventure. Hein. Est-ce que ça signifie que, dans le cadre de cet exemple-là, si la métropole ne se sent pas capable d'assurer les 4 fleurs à Blanquefort, elle peut refuser ? La métropole ne peut pas refuser, parce que le principe, c'est qu'elle doit être quand même capable de faire aussi bien qu'une commune. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on a décidé. Une commune qui a qu'une fleur, hein, c'est pas si dérisoire que ça, hein, parce que ça permet de bien comprendre. Une commune qui a une fleur aujourd'hui peut pas demain mettre dans son contrat d'engagement, écoutez, je veux 4 fleurs. Elle peut pas exiger de la métropole ce qu'elle-même ne faisait pas. Mais elle peut exiger de la métropole de faire aussi bien que ce qu'elle fait. Au moins le même niveau de service. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais développer un peu pour la réactivité. On voit bien que c'est un souci très important. Donc on a acté un autre principe. Alors dans un jargon technocratique, vous me le permettrez pour un moment, c'est de dire que on va déconcentrer. Il y avait quand même deux possibilités. Soit tout ce qui part des communes, on le met dans notre jargon en centrale, c'est-à-dire à Mériadec, dans la grande tour de Mériadec. Et à mon avis, c'était l'échec assuré. Parce que là, on perdait en proximité, on perdait beaucoup en proximité. Ouais. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 directions territoriales. Ça a décentralisé du coup. Une sur la rive droite, ici, moi j'en ai une, voilà, Artigues. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'on décentralise et que ces nouveaux services n'aillent pas nécessairement en centrale, mais aillent le plus souvent possible à proximité. Et donc c'est pour moi très très important. Alors c'est important et ça nous permet aussi d'aborder combien finalement d'agents justement vont être touchés par cette mutualisation. À peu près combien d'agents territoriaux aujourd'hui, donc on n'a pas encore, puisque on a jusqu'à la fin du mois pour prendre notre décision. Moi j'ai le conseil municipal dans quelques jours qui va décider. Mais aujourd'hui dans les estimations, il y a un peu moins de 3000 personnes il y avait un peu moins de 3000 personnes à la communauté urbaine de Bordeaux. Il y aura un peu plus de 5000 personnes à la métropole. Bon. Donc on va passer de 3000 à 5000, donc il y aura 2000 personnes qui vont venir. Donc ça oui, je pense à la question juste qui va venir juste après, cela va-t-il dans les économies? J'ai un début de réponse déjà, monsieur Anziani, on va y revenir. Bien sûr. Hein, on vous écoute. Donc on aura quand même, c'est assez significatif que dans un premier temps, la métropole va passer de un peu moins de 3000 à un peu plus de 5000. Parmi les nouveaux arrivants, vous aurez une grande partie qui va être des agents bordelais, puisque c'est la principale ville. Bon. Et vous aurez ensuite après pas mal d'agents aussi qui viendront de Mérignac, etc., etc. En réalité, c'est très fonction de la taille des communes. D'accord. Et sur Mérignac, vous estimez à peu près la possibilité à combien d'agents? Un millier, un gros millier? Non. À Mérignac, on est 1400. Hein. Bon, d'accord. On est 1400. Non, je pense que sur 1400, on en aura entre 300 et 400. D'accord. Très bien. Alors justement, on en parlait des économies, Monsieur Anziani. Alors voilà, on a bien compris d'ailleurs en vous écoutant à l'instant. Et cette question on a envie tous de vous poser, c'est finalement, est-ce que finalement ce changement, ce passage de la Cube à Bordeaux Métropole, avec effectivement ces grands chantiers qui sont lancés, on a bien compris que c'était sur un processus à la carte qui va prendre le temps, c'est la concertation, du consensus. Mais au final, est-ce qu'on va générer des économies? Alors on a eu un début de réponse à l'instant, mais développé alors. Écoutez, je crois qu'il faut dire la vérité, sinon on trimballe tout le monde. Moi, je pense que dans un premier temps, nous ne ferons pas d'économies. Bon, mais au moins c'est dit. Le coût de la métropole, j'ai lu ça quelque part. Je crois que c'est estimé, vous m'arrêtez si je me trompe, à peu près 1 milliard d'euros, c'est ça? Le coût de la métropole? Le coût global de la métropole. Le budget de la métropole. Ouais, le budget de la métropole. Oui, le budget. Oui, le budget aujourd'hui de la métropole, il dépasse 1 milliard. Ouais. On reviendra sur les ressources en fin d'émission. Il dépasse 1 milliard, mais c'est à peu près le même budget. Enfin, c'est dans les ordres de grandeur du budget du département ou du budget de la région. Donc dans un premier temps, non. Dans un premier temps, non, pour une pas raison. d'économie, quoi. Hein. Pour une raison très simple aussi, qui permet aussi d'ouvrir d'ailleurs une autre discussion. C'est que vous ne pouvez pas dire aux agents des communes qui vont venir à la métropole de gagner moins que les agents de la métropole. Eh oui. Or, les agents
de la métropole c'est aujourd'hui ceux qui gagnent le plus dans la métropole, ont quoi. un régime indemnitaire meilleur que que la plupart. Il y a quelques exceptions, mais enfin. Donc du coup, il y a une plus-value là pour les voilà. agents. L'agent qui vient de la métropole, en fait, aura le même régime indemnitaire que ceux qui sont là depuis. On s'aligne vers le plus haut, quoi. Forcément. Et donc nécessairement, donc on a calculé, ça coûte 1 000 € par agent transféré. Supplémentaire par mois. 1 000 €. Donc si vous avez 3 000 agents, ça vous fait 3 millions. Voilà. Donc ça fait 1 000 €. Mais ça, c'est dans un temps haine. Alors j'entends les auditeurs qui vont dire mais ça est absurde, on se demande pourquoi on fait ça, etc. C'est ça. Mais moi je demande quand même. Ça c'est le début, on est bien d'accord. Faire attention. Donc voilà, dans 5 ans, ça sera déjà différent. Voilà. Dans 10 ans, ça sera exactement. encore. Nous, autre chose. notre principe de responsabilité politique, c'est pas de dire ce qui va se passer. Il faut qu'on regarde ce qui se passe dans les N+1, N+2, N+3, etc. Mais globalement, c'est de regarder aussi ce qui va se passer dans 10 ans. Parce que vous savez, dans 10 ans, il y aura pas plus d'argent public qu'aujourd'hui. Il y en aura même sans doute encore moins. Bon. Donc, pour 36 raisons, mais on peut le penser. Donc, notre question à nous, c'est de savoir, c'est d'imaginer nos collectivités dans 10 ans. Pour qu'elles coûtent moins cher dans 10 ans et pour qu'elles offrent toujours autant de services. Il faut voir aussi l'autre aspect de la métropole. La métropole, pour par exemple les petites communes, les communes qu'on appelle petites, c'est un avantage important. Oui, parce qu'il y a des services dont ils bénéficient. Bien sûr, il y a des services qu'elle n'a pas. Si demain, toutes les communes n'ont pas une balayeuse, par exemple, parce que ça coûte cher. Une tram de métro qui passe devant. Voilà. Non, mais même pour une ville comme Mérignac. Moi aujourd'hui j'ai du matériel, mais si mon matériel il tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'aller en acheter, Là, avec la mutualisation, eh bien, je pourrais immédiatement avoir un autre matériel. Et donc, on assurera à la population la même qualité de service, quels que soient les aléas qui peuvent affecter le matériel ou les services. Un engagement a été pris, on parle toujours sous votre contrôle, M. Anziani, je crois de la part du président Juppé, comme quoi il n'y aurait pas de destruction d'emplois dans les 10 ans qui arrivent, c'est ça? Ou il y aura un maintien pas de suppression d'emplois. Pas de suppression, hein. Et alors, mais du coup, il y aura du non-remplacement pour les départs à la retraite tout de même. On va évoluer là-dessus ou quoi? Oui, là aussi, il faut dire la vérité. D'abord, dans un certain nombre de métropoles en France, il va y avoir des suppressions d'emplois. D'accord, ça ne sera pas le cas à Bordeaux, du coup. Et ce ne sera pas le cas à Bordeaux. Enfin, Bordeaux l'engagement a été pris par le président de la métropole, Alain Juppé. Évidemment, nous le soutenons. On ne souhaite pas qu'il y ait de suppression d'emplois, donc il n'y aura pas de suppression d'emplois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des redistributions d'emplois. Et c'est pas plus mal, ça. C'est-à-dire que demain, les compétences de la métropole ne seront pas les mêmes. L'activité de la métropole ne sera pas les mêmes, donc évidemment il y aura des agents qui aujourd'hui font ça, qui demain feront autre chose. Donc il y aura des mobilités, quoi, mobilité dans les carrières, peut-être géographiques aussi. Bon. Et puis ensuite, après tout ça doit aboutir quand même à ce que ça fonctionne mieux, y compris en termes d'informatisation. Donc oui, peut-être qu'il y a des emplois qui, dans le cours des années qui viennent, ne seront pas remplacés. Alors c'est ça, c'est ce que vous visez à travers cette réforme, c'est ce que la loi vise, c'est une meilleure efficacité en termes de gestion, donc de coûts, mais aussi une meilleure peut-être efficacité des services publics aussi. Oui, c'est le grand souhait, c'est quand même ça. Moi, je dis souvent aux agents de la ville de Mérignac qu'il ne faut jamais oublier que ni eux ni moi nous ne serions là s'il n'y avait pas le public, quoi. Alors, on n'a pas d'autre raison d'être là que de servir le public. C'est les élus bien sûr et les agents aussi. Et donc il faut toujours avoir cette sorte d'obsession du service public. Donc je crois que ce sera un moyen d'assurer le service public. Juste un point par exemple pour les communes. Est-ce que tout ça va asphyxier les communes? Alors c'est la crainte de beaucoup d'élus. On a pu voir des déclarations un peu partout, des deux côtés d'ailleurs, à droite comme à gauche. Alors dire voilà, les communes vont disparaître, on va être écroulé par le poids de Bordeaux métropole. Enfin là, je respecte évidemment chaque point de vue, hein, mais c'est pas du tout le mien. Les gens pensent que, enfin, les gens traduisent métropolisation dans leur tête, c'est une centralisation. Oui, mais vous voyez, je viens de développer le contraire parce que c'était vraiment un point sur lequel on a beaucoup travaillé. Et donc, la plupart des agents, la grande majorité des agents des communes qui vont être mutualisés iront d'abord dans les directions territoriales, qu'on appelle des pôles territoriaux. Donc ça, c'est très important. Mais je pense que pour les communes, c'est une chance, au contraire. Parce que l'asphyxie, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'on a des dotations budgétaires qui vont être réduites. Alors elles le sont déjà et elles vont continuer à l'être, on est bien d'accord. Bien sûr.
oui, sur Donc plusieurs d'ailleurs, années. on entend les maires crier j'ai plus d'argent, voilà, Oui, j'ai mais- moins de tant de millions cette année sur mon budget. Oui, mais si on peut faire une petite digression là, pourquoi dans ce pays il y a 2000 milliards d'endettement. C'est ça. Comment on fait? Donc l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il y a 2000 milliards, il se dit qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je vois que je transfère chaque année X millions, quelques centaines de millions, aux collectivités territoriales. Donc il se dit, je fais des économies partout, donc je fais aussi des économies sur ce que je transfère aux collectivités territoriales. C'est pour ça que les dotations baissent. Et qui sont de collectivités qui sont par ailleurs souvent donneurs d'ordre et qui créent l'activité, qui créent la richesse. C'est l'autre difficulté. Mais si on veut réduire l'endettement de notre pays, et croyez-moi, il vaut mieux quand même le réduire, parce que vous voyez bien ce qui se passe en Grèce, quand même. On peut pas vivre en pays endetté. Oui, c'est-à-dire que réduction des salaires par 2, réduction des retraites par 2, ça commence à toucher beaucoup de monde. Là, bien sûr. Un pays endetté peut pas survivre. Parce que tous les mois, vous tendez la main pour que des organismes internationaux vous prêtent et puis à la fin, on rembourse plus que l'intérêt, donc en fait la dette continue à augmenter. Donc il faut réduire la dette. Si on veut réduire la dette, eh ben c'est normal que tout le monde y participe et donc que les collectivités territoriales aussi participent à ce redressement des comptes publics. C'est une phrase affreuse, mais qui a quand même un certain sens. Mais donc dans ce cadre-là, la mutualisation, eh bien évidemment permettra, on aura moins d'argent, mais ça permettra aux communes de mieux respirer financièrement. Donc moi je crois que c'est pas du tout la fin des communes, c'est justement s'il n'y avait pas eu la mutualisation, parce qu'elles n'auraient pas pu boucler leur fin de mois. Alors ni la fin des communes, ni la fin des maires, tout le monde est rassuré. Alors là il y a une autre parce qu'il y a une inquiétude là aussi, oui, sur le pouvoir du maire, mon petit pouvoir. Mais moi je pense que la vraie question, elle a été posée par l'Assemblée nationale dans les derniers jours, qui a adopté ce qu'on appelle la loi sur la répartition des compétences, ce qu'on appelle la loi NOTRe là. Mais l'Assemblée nationale a ajouté un petit article qui consiste à dire qu'en 2020, il y aura l'élection au suffrage universel des conseillers métropolitains. Alors vous êtes favorable justement? Moi, je n'y suis pas favorable. Et même donc du président, alors finalement, au suffrage universel ou pas alors? Non, pas du président. Juste les conseillers. J'y suis pas favorable parce que je vois pas le sens de tout ça. Imaginons que ça puisse se passer. Vous aurez demain des conflits de légitimité qui seront très importants. Et oui, c'est ça, entre un exécutif qui serait d'un côté, un autre de l'autre. Moi, je vais par exemple avoir à Mérignac, excusez-moi de prendre mon exemple, mais c'est plus facile pour moi. Dans ce cas-là, vous allez avoir au sein du conseil municipal, puisqu'il y aura deux sources de légitimité, je peux avoir un vice-président chargé, par exemple, de la propreté, qui aura été élu au suffrage universel sur la liste métropolitaine, qui sera de droite, disons les choses clairement, au sein de mon conseil municipal. Et vous voyez le conflit de légitimité. On sait que la propreté, c'est essentiel dans une ville. Mais du coup, il y aura deux patrons dans la commune. Tout ça est absurde. On voit très bien qu'on a besoin de clarification, de clarté. Donc les sénateurs vont enlever la petite partie. Oui, mais après, vous savez que ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux cette idée. Oui. Ou alors il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Ne pas créer une telle confusion. Pour ne pas créer une telle confusion, et c'est peut-être cela que ça veut dire. À ce moment-là, vous allez vers des communes qui sont des arrondissements d'une agglomération. Ça a été dit. Comme Paris, Lyon, Marseille. Ça a été dit, je crois, d'ailleurs, par des maires de la rive droite. Si vous allez comme Paris, Lyon, Marseille, où à ce moment-là, Mérignac, Senon deviennent des arrondissements du Grand Bordeaux, ça c'est autre chose. Ça, c'est sa cohérence à ce moment-là. Ça a une cohérence. Mais est-ce que les populations veulent ça? C'est un autre débat. Vous savez, c'est intéressant de voir que dans un certain nombre de pays, on a été jusqu'à ces processus d'intégration profonde. On est revenu en arrière, je crois. Voilà. Et qu'il y a aujourd'hui des pays qui reviennent en arrière. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez fait cette grande machine là, la première question à laquelle vous devez répondre, c'est comment j'assure la proximité. Et donc après, vous recréez au fond une sorte de mairie d'arrondissement avec des pouvoirs, des bureaux, des machins, etc., pour que ce soit proche des gens. Alors, on en a parlé, on l'a évoqué, notamment avec le budget d'1 milliard pour la CU maintenant Bordeaux Métropole. Mais justement, parlons des ressources de cette métropole, de Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, quel type de ressources dispose-t-elle et demain va-t-il y avoir et est-ce qu'il y a eu vraiment un changement entre là du coup les ressources de la CUB, les ressources de Bordeaux Métropole et sinon les pistes pour demain, donc est-ce qu'il y a des nouvelles pistes de financement, de ressources financières pour Bordeaux Métropole? Il faudra un jour s'attaquer à ce vaste chantier de la fiscalité locale qui n'a strictement aucun sens aujourd'hui, mais bon.
Aujourd'hui, la ressource principale de la métropole, c'est la ressource économique qu'elle reçoit des entreprises, hein, donc l'ancienne taxe professionnelle, c'est ça, qui a un nom différent, mais qui aujourd'hui donc va alimenter les caisses de la métropole. Bon, c'est bien, mais il y a une petite contradiction, par exemple, que de donner la compétence économique aux régions et de faire en sorte que, alors qu'elles ont une compétence économique, elles n'ont pas les ressources de cette compétence. Oui, d'ailleurs, le président de la région, Alain Roussel, des fois le dit, le redit. Oui, mais je trouve que c'est pas complètement faux. Hein. Si la région doit s'occuper de l'économie, alors autant qu'une part significative à ce moment-là des ressources économiques aille à la région. Ouais, ce qui posera, mais il faudra trouver d'autres types de ressources pour la métropole. Bon, donc après, il faut faire un partage avec le département. En réalité, c'est toute la fiscalité qu'il faudrait revoir complètement, mais c'est tellement complexe que personne n'ose s'y Oui, attaquer. même à l'échelle du pays, on devait avoir une grande réforme fiscale. On l'attend encore. Bien sûr, mais elle est profondément injuste, notre fiscalité, y compris la fiscalité pour les ménages, y compris la fiscalité foncière. Il y a des non-sens où vous possédez une maison et vous allez payer moins d'impôts fonciers que tel autre qui aura une plus belle et une plus grande maison que vous. Enfin, c'est... Ouais. Il y a des choses à remettre à plat. Les valeurs locatives devraient être mises à plat. Mais donc là, du coup, il y a une continuité dans les recettes, oui, finalement. Dans les textes aujourd'hui, on ne modifie pas les ressources de la métropole. Bon, très bien. Mais notamment sur le sujet du gaz, il me semble que la métropole a dû racheter les parts des communes. Ouais. Ce qui signifie concrètement que dans un premier temps, ça va coûter très cher et que finalement, au bout de 10 ans, 12 ans, Régaz va devoir alimenter à hauteur de 2 ou 3 millions par an la métropole ? Plus que ça, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, puisque la métropole a compétence en matière de gaz et d'électricité, elle se substitue aux communes dans les grandes organisations du gaz et de l'électricité. Et donc, elle rachète les parts des communes. Ça fait cher, notamment évidemment Bordeaux, parce que Bordeaux avait beaucoup d'actions dans Régaz, mais en contrepartie, c'est quand même ce qu'il faut voir, c'est que il y a d'un côté elle achète, de l'autre côté elle perd une recette. Hein. Et moi aussi à Mérignac, j'ai quelque part dans Régaz, donc je vais perdre une recette significative, quoi. Et donc finalement tout ça va se régler par l'emprunt, c'est-à-dire que il suffit que Bordeaux emprunte, il y a aucune difficulté là, puisque l'emprunt est adossé. Bordeaux métropole. Non, Bordeaux, oui, là. Bordeaux métropole. Ouais. Donc, du coup, oui, là, en termes d'investissement, et c'est pareil, il y a un maintien, il y a une continuité. Bordeaux métropole, vous faisiez référence à l'emprunt, justement, et là, c'est pareil, on continue à emprunter à peu près dans les mêmes proportions, ou il faut qu'on passe à la nouvelle phase. Elle augmente la ligne, hein. Mais vous savez, il n'y a pas de choix en matière de finances, c'est quand même assez simple d'une certaine façon, hein. C'est-à-dire que vous avez les recettes, les dépenses, bon, et dans les recettes, vous avez soit les impôts, soit ce qui vous vient des autres, c'est-à-dire les dotations, on sait qu'elles vont se réduire. Soit les impôts, donc c'est l'argent qui vient des contribuables. Et après, c'est l'emprunt. Et vous savez que vous pouvez pas tellement, moi j'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts à Mérignac. Bon. C'est vrai que c'est mal vu. Et donc à partir de là, puis il y a une limite, quoi. Bien sûr. À partir de là, il reste qu'une seule chose, c'est l'endettement. Alors soit votre commune, votre collectivité était bien gérée et donc ça se fait sans problème. Ça va être le cas de Bordeaux Métropole, mais Bordeaux Métropole va augmenter d'une façon significative le montant de ses emprunts. Très bien. Et notamment là, dans les premières années, bien entendu, quoi. Voilà, mais ça restera tout à fait compatible avec une bonne gestion. Bon, très bien. Et on continue à emprunter à un taux, raisonnable, je crois. On continue à emprunter à un taux extrêmement raisonnable, et puis après ce sera un peu compliqué, mais en plus on est adhérent d'une agence qui s'appelle l'agence France Locale, qui va directement sur les marchés financiers chercher des ressources. Voilà, ça va. Sans passer par les banques. Il y a déjà eu des schémas de métropolisation où on a montré que la ville principale, le budget de la ville principale n'avait pas augmenté. Par contre, celui de la métropole avait doublé, voire triplé. Par exemple, je pense à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple sur la ville de Nice. Le budget de la ville de Nice, au final, les dépenses n'avaient pas tellement augmenté, mais quand on regardait les dépenses de la métropole niçoise, on voyait que ça avait enflé, quoi. Donc du coup, est-ce que oui, c'est normal. C'est normal puisque vous transférez des compétences et vous transférez des agents de la ville vers la métropole. Donc ça va se passer de la même façon ici. Mais les villes, c'est ça que je défends. Le fait est qu'une partie de la métropole sera quand même assumée par la dette.
Oui, mais au final. Oui, mais si votre gestion a été bonne, vous pouvez aujourd'hui au taux des emprunts, franchement, vous pouvez le faire. Hein. Oui. Si c'est pas ça qui va vous ruiner, au contraire. Et plutôt que d'augmenter les impôts, il vaut mieux aujourd'hui emprunter. Donc c'est pas une difficulté. Mais dès l'instant que les villes transfèrent à la métropole à la fois du personnel, du matériel, des services, c'est normal que la métropole ait plus de dépenses. Hein. Oui. Ça. Alors. Je sais pas, je regarde mes collègues, peut-être que vous avez encore des questions à poser, mais je vois aussi le temps qui passe, on arrive bientôt au terme de cette émission, c'est pas ennuyé du tout, monsieur Anziani, avec vous, vraiment on a eu plein d'informations et d'éclaircissements. Peut-être un mot plus général sur le fait de ce changement, Cube, qui est devenu aujourd'hui Bordeaux Métropole, enfin depuis le 1er janvier 2015, mais du coup ça va avoir eu un attrait plus important pour la France, pour l'Europe, peut-être international. On sait que Bordeaux se rêve capitale européenne internationale, il y a du patrimoine classé à l'UNESCO, mais là du coup ça va renforcer un pouvoir d'attraction. On sait aussi qu'il y a quand même des grands travaux, des infrastructures, la LGV qui arrive, les franchissements qui continuent avec le pont Jean-Jacques Bosc, après le Chabanel-Mas. Bon, voilà, on va arriver à une taille conséquente, on vise 2 millions d'habitants pour 2020. Je ne sais pas si on y arrivera, mais donc au final tout ça, ça va faire beaucoup de mobilité en plus, du logement, il faut aussi de l'emploi, enfin ça c'est beaucoup de défis là à relever quoi. Oui, et je trouve que ça dépend de nous. C'est-à-dire que c'est pas tellement la loi, parce que vous savez la loi, franchement, elle nous ajoute quelques compétences, elle mutualise, etc. C'est pas ça qui va faire que Bordeaux va rivaliser avec Barcelone. Hein. Bon, que la métropole bordelaise va rivaliser avec Barcelone, ça c'est faux de dire ça. Bon, mais ça nous donne des outils, et donc je pense qu'effectivement on pourra faire davantage de développement. Il y a des calculs savants, moi je sais pas comment ils ont été obtenus, hein, qui montrent que les métropoles devraient ajouter 0,5% de croissance. Bon. Je vous dis, je sais pas comment ça sort. Enfin, l'idée quand même, et l'idée de la loi, et notamment d'ailleurs de Jean-Marc Ayrault, qui était pionnier là, c'était de faire avec les métropoles des sortes de moteurs du développement économique et de la croissance. Hein. Le sens profond, c'est ça. On est bien d'accord. C'est vraiment un outil là au service du développement de ce territoire. Mais c'est à nous d'en assumer la responsabilité. Bon, ensuite, département, métropole, on n'est pas dans ce cas de figure. On a vu quelques soucis. On va pas revenir sur les élections départementales. On est en campagne électorale, mais on a vu que, par exemple, s'il y avait des départements qui coïncidaient avec le périmètre géographique de métropole, comme Lyon. Il y en a qu'un seul. Hein. Voilà, donc bon, il y a qu'à Lyon où, sur le périmètre de l'agglomération lyonnaise, il n'y a plus de canton, il n'y a plus de département. Les compétences du département sur la métropole lyonnaise sont exercées donc par ça n'arrivera pas. Mais c'est uniquement à Lyon. Mais ça n'arrivera pas vers chez nous, quoi. Ça n'arrivera pas. En tout cas, dans la loi, ce n'est pas prévu. Bon, et puis Bordeaux, après, c'est un modèle n'a qui pas fera l'ambition d'annexer tout le département. Quoi. Non. Mais après, c'est quand même une réflexion. Hein. Moi, je dis franchement, il faut voir comment ça va se passer à Lyon. Hein. Mais est-ce qu'en milieu urbain, on doit encore maintenir département? C'est une vraie réflexion. Et on va le voir avec les taux d'abstention des prochaines fameuses élections. Bon, très bien. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter. C'est le 22, le 29 mars. Voilà. Monsieur Anziani, on souhaite vous remercier vivement pour avoir participé à cette émission. On espère avoir pu informer les auditeurs, les auditrices qui nous ont écoutés. Voilà. Et puis on sera heureux de vous retrouver sur un autre programme sur Eau Radio. On va remercier Hugo Hamès pour le Courrier de Gironde, Chloé Mornin pour l'Écho des Collines, Romain Béteil pour Acquis.fr, et bien sûr vous, monsieur Anziani, puis vos collaboratrices aussi qu'on a eu au téléphone. On remercie toute l'équipe. Et on n'oublie pas Jérôme à la régie technique, voilà, et Joël aussi. Merci à tous et à très bientôt sur les ondes de radio. Voilà. Merci.
Alors, 91.3. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien et même très bien sur Eau de Radio 91.3. Nous sommes le jeudi 12 mars 2015. J'adresse mon bonsoir à Dominique. Bonsoir Jean-Jacques. Je continue par Philippe. C'est un fou furieux, Jean-Jacques. Bonsoir à tous. Et je ne finis pas, mais je continue avec Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je rajouterai un petit bonsoir aussi à Anne-Lise qui doit être au milieu de ses pots en